Bonjour, merci Créasenso, merci le laptop, merci Cédric de nous avoir conviés ici. Je suis là au titre de l'agence Graphéine. Je vais parler 2 secondes de l'agence. On fait du design graphique, on est spécialisé en design de marque. On fait des logos depuis 15 ans dans tous les secteurs d'activité, établissements publics, culturels, institutions, clients privés, petits, gros, gras, associatifs, peu importe le sujet, en fait, on aime voyager dans plein d'univers et c'est surtout ce qui nous excite, tant qu'il est question de logo et d'identité visuelle. On est une petite agence, on est 12, une partie de mes collègues sont ici. On est basé à Lyon et à Paris. À Paris, il y a mon associé qui est là, qui s'occupe de l'agence, Jérémy. Et moi, je m'occupe du bureau de Lyon. Et je vais vous parler de la relation entre le designer et le designé, autrement dit, entre le graphiste et le client. Je vais essayer de parler lentement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai pas beaucoup de temps. Donc cette relation, elle est assez épineuse, souvent. Et elle commence, on peut la caricaturer un peu par le designer qui pense que son client n'a aucun goût, aucune culture graphique ou pas d'argent, pas suffisamment pour lui. Alors c'est écrit en noir sur fond rouge, ça marche pas bien. Et le client qui veut un beau logo et qui vous dit, c'est vous l'artiste, vous débrouillez, mais par contre je le veux plus rouge et plus bleu et plus gros et plus gras. Donc il y a un certain nombre d'incompréhensions dans cette relation. Là je balaye rapidement le plan de la présentation. Un certain nombre d'incompréhensions, un certain nombre de solutions ou d'hypothèses de solutions. Et puis entre tout ça, on va glisser quelques projets et travaux qu'on a fait. Donc la confusion entre une prestation de service classique et un projet de design, une méconnaissance du métier, souvent de la part des clients, et un manque de vocabulaire commun. Les hypothèses de solution, c'est renforcer... Ah ouais, il y a des trucs qui disparaissent à l'écran. C'est avoir confiance dans la valeur ajoutée du design et transmettre cette confiance à nos clients. La notion d'empathie qui est importante dans ce métier, et puis des bons exemples de relations gagnant-gagnant entre un client et un designer. Alors, bon, je vais peut-être passer vite sur certaines notions, parce que je pense qu'ici, beaucoup de gens sont designers ou aguerris au sujet du design. C'est une présentation qu'on fait aussi parfois à des étudiants, à des néophytes. Juste le premier élément, c'est que le designer n'est pas un prestataire de service au titre classique. On dépend simplement juridiquement du registre du statut des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle, ce qui fait une première différence entre commander un service quand on est dans une entreprise. Le designer dessine à dessein, c'est une jolie phrase qui résume la définition du design. Décrire le donné, pointer le visé, on reviendra dessus, c'est une des formes d'approche qu'on a pour essayer de définir nos projets et la vision qu'on a dans le branding, l'identité visuelle, les logos, enfin, tout ce champ-là. Bon, vous allez vous arracher les yeux. En gros, bon, une profession méconnue, on va faire vite parce qu'on ne va pas vous convaincre de ça. 33% des entreprises manquent de culture design. C'est une stat de l'APCI, l'Agence pour la création industrielle. Au niveau juridique, c'est un statut qui est identifié de manière très récente. 2008, le code NAF 7410. Très peu d'entreprises qui sont enregistrées sur ce code-là. Ça permet d'identifier la population des designers et des entreprises de design. Au niveau du code ROM, qui est le code utilisé pour la classification des métiers dans les registres administratifs, à la NPE, etc., le terme de designer n'existe même pas. On apparaît sous le nom de dessinateur graphique. Et si on fait le parallèle entre le métier de designer et le métier d'ingénieur, pour essayer quand j'étais étudiant, pour essayer de défendre auprès de mes parents que mon cousin était ingénieur, mais que je pouvais être designer et que c'était aussi bien, le code designer, c'est 691 références dans ce code ROM. Voilà, donc il y a des progrès à faire. Et puis,
la définition qui est en noir illisible là-haut, c'est l'idée de se dire que le mot design, pour la plupart des gens, ça veut dire beau, classe, moderne, c'est associé au design de mobilier, et sous-entendu, ça veut dire cher. La plupart des échanges commencent comme ça, par bonjour, et rapidement on rentre dans le besoin du client qui n'a pas d'argent, qui est pressé et qui en veut pour son argent. On essaye d'apporter quelques réponses rapides à cette question-là. Combien coûte un logo? Fournissez-nous un cahier des charges, parce qu'un logo ça vaut de 100 à 100 000 euros, ou 1 million d'euros si on veut. Il n'y a pas de prix consacré, ça dépend de la problématique. Combien de temps il faut pour faire un logo? Peut-être que Paul Rand, célèbre designer de logo, faisait un logo en 5 minutes, ou Picasso un dessin en 5 minutes, mais ils avaient plusieurs décennies d'expérience. Nous, en tout cas, on met entre 5 jours et 5 semaines pour concevoir une idée, l'esquisse d'une idée. Et puis, il va y avoir une tension entre la volonté du client d'en avoir pour son argent et notre volonté de rétrécir les choix et d'apporter la bonne solution au problème. Donc nous, on va présenter globalement une piste, comme on l'a vu précédemment, tandis que le client, lui, il veut du travail pour son argent. Il y a ce schéma qui est bien connu, on ne l'a pas inventé, on le retrouve régulièrement sur Internet et sur les plateformes, pour expliquer au client pourquoi, s'il veut quelque chose de rapide et cher, ça sera moche. Ou s'il veut quelque chose de pas cher et de qualité, ça va prendre du temps. Et qu'au milieu de tout ça, quelque chose de rapide, pas cher et de qualité, on ne fait pas. Alors, on attaque la question du manque de vocabulaire commun. Il y a ce mot, là, il y a un gros mot, ROI, Return on Investment, dans mon mauvais anglais. Retour sur investissement, c'est un mot issu du monde du marketing, du business, qui est un monde étranger, ou d'apparence étrangère aux designers. Le terme commanditaire, qu'on essaye de mettre de côté, qui ne nous plaît pas beaucoup dans le sens où notre client n'est pas notre commanditaire, ce n'est pas un donneur d'ordre, sans ça on est un exécutant. Que pour passer une commande, il faut avoir une idée précise de ce qu'on veut et que le client, justement, quand il vient nous voir, il n'a pas d'idée précise. Sinon, il viendrait en nous demandant un logo vert, carré. Donc, on essaye de le traiter comme un client et de remettre ce rapport de force à égalité pour que, justement, le projet puisse être mené en bonne intelligence. Le marketing et les designers sont formés dans des écoles de design, d'art et de graphisme. Ils travaillent avec des clients qui sont principalement issus du marketing, des directions de la communication, des directions marketing. C'est deux mondes qui sont issus de deux cursus totalement différents, et pour autant, ni l'un ni l'autre n'est mauvais, ni l'un ni l'autre n'est bon. Ils ont besoin de travailler ensemble, et ils vont avoir des objectifs différents. Le marketing va chercher l'efficacité, l'immédiateté, et va minimiser les risques, tandis que le designer, lui, va chercher à prendre son temps, se faufiler et prendre les chemins de traverse, et va chercher à innover et à prendre des risques. Le verbe est roi, ça c'est pour mettre le doigt sur un aspect de notre métier qui est, on est issu d'écoles de communication visuelle, on travaille les signes et les images, et on oublie souvent que nos clients ne viennent pas de ce monde-là, maîtrisent mal le langage de l'image et de la culture de l'image, et qu'ils viennent du monde du verbe, du monde universitaire, un endroit où ils ont appris à écrire et à penser par le verbe. D'où un travail nécessaire pour le designer de progresser cet aspect-là. Pour notre part, l'anecdote qu'on raconte, c'est qu'on a lancé notre blog en 2009-2008, un jour où un client, c'est une consultation qu'on avait perdue, le client nous a dit, vous avez perdu, vous avez rendu, je ne sais plus le nombre de pages, mais mettons qu'il y avait 10 pages, on avait rendu 9 pages d'images et une page de texte, et notre confrère avait rendu 9 pages de texte et une page d'images. Et les clients, des élus d'une commune, avaient passé 1 heure à lire le rapport de nos confrères et 5 minutes à regarder le nôtre, sans comprendre le sens de ces images. Donc ce jour-là, on s'est dit, on va apprendre à écrire, et on a commencé à prendre un exercice quotidien ou hebdomadaire et de publier des billets de blog. Saint-Didier au Mont d'Or, un projet qu'on a fait, donc une première digression.
Projet de branding pour d'identité visuelle. On ne sait jamais quel mot utiliser. Pour une commune de la banlieue lyonnaise. Brièvement, c'est un cas d'école super chiant pour les designers, c'est un nom à rallonge. Vous ne savez pas comment le faire rentrer dans un petit espace pour faire un logo. Et je parlais précédemment du verbe, et là on commence toujours par regarder le mot, le nom, la forme qu'il a, l'impression qu'il nous donne. Et très rapidement, on se rend compte que ce mot à rallonge, il est composé de traits d'union. Et quand on réfléchit à cette notion de trait d'union, c'est le point de départ de la réflexion, on se rend compte que cette ville est à la frontière de la métropole et donne et ouvre la métropole sur la campagne derrière. Donc c'est une ville qui fait le lien entre la ville et la campagne. À partir de là, on a notre idée, on met en valeur les traits d'union, on s'amuse avec les mots et les lettres et on compose ce logo. Après, on déroule le procédé. Et après, notre histoire, elle est toute tracée. On parlait tout à l'heure, tu parlais de projets qui doivent être fonctionnels et que dont le client doit pouvoir prendre en main la déclinaison. Là, pour le coup, c'est une petite commune, il y a un petit service communication avec une dame qui n'a pas des compétences extraordinaires et qui doit être autonome. Le but, c'était de lui fournir un projet simple à décliner, simple et en même temps qui soit quand même amusant pour elle. L'idée, c'est de travailler sur ce trait d'union et du coup, on fait des césures dans tous les titres. Des césures un peu n'importe où. On coupe les mots, on met des traits d'union et en 2 secondes, on a fait une affiche façon Saint-Didier au Mont-d'Or. Et puis ensuite, on peut remplacer les mots et on peut déployer l'identité, s'amuser avec de manière très simple. Ça, c'est la cliente qui l'a trouvé l'année suivante. On a reçu la carte de vœux et elle avait elle-même changé, hacké son logo. Je reviens au cœur du sujet. Dans cette relation designer-designé, il y a une question qui est la confiance. Comment faire naître et faire grandir cette relation de confiance avec son client. Alors, on voyait tout à l'heure dans les solutions, il y avait la question de la valeur ajoutée. Comment convaincre notre client que notre travail a une valeur ajoutée, sachant qu'on est sur une matière immatérielle, difficilement mesurable. On verra ensuite comment on peut essayer de la mesurer. C'est concrètement quelque chose qui angoisse les clients et les commanditaires. Non, ce mot, j'ai pas le droit de le prendre. Les clients qui veulent des preuves chiffrées. Ok, je vais dépenser 1 € chez vous, mais combien ça va me rapporter? Ou combien je vais économiser? Donc on leur sort notre histoire habituelle de différenciation par rapport à la concurrence, d'originalité, d'avantages concurrentiels, etc. Mais à un moment donné, il faut mettre des chiffres sur la table, et là, on est bien à mal d'apporter des preuves. Là, c'est la partie chiante. Vous pouvez faire une pause. C'est une pyramide qui montre le rapport de perception entre l'investissement... alors, attendez, que je me rappelle. Moi-même, j'y arrive plus. Alors, accrochez-vous. Le rapport entre l'investissement et la valeur perçue par le client final. Donc là, on est chez l'entreprise, chez notre client. Il va dépenser beaucoup d'argent et de temps pour la R&D de son projet, de son produit, son service. Il va ensuite confier ça à son service marketing, qui va passer beaucoup de temps et d'énergie pour développer son opération marketing. Et puis ensuite, au final, ils vont appeler Graphéine, vous ou d'autres designers, en disant « j'ai besoin d'un packaging, d'un logo. Dépêchez-vous, j'ai 500 €, c'est pour demain, et je veux 5 pistes. » Donc voilà, on est là-haut, le design est là-haut, autant dire la dernière roue du carrosse. Nous, on essaye de se mettre aussi à la place du client, et le client, il va découvrir le projet sous un autre angle, totalement à l'inverse. Il va d'abord être attiré par l'image, la marque, la perception du packaging, tout ce qui découle du design, et ensuite, il pourra percevoir le sens de la communication, du message marketing, et éventuellement, il va s'intéresser à la composition, à la technologie qui est derrière son interface ou son produit. Concrètement, là, on peut mesurer très efficacement la valeur ajoutée de notre travail. La petite touche en haut de la pyramide correspond à ça, dans l'esprit du client. Et nous, en tant que designer, on est
quelque part à l'interface entre les deux. On est un passeur entre notre client, le designer, et son client à lui, le consommateur, le public. Alors, sur les indicateurs, très rapidement, il n'y en a pas des masses. Soit vous faites une étude de consommation, de notoriété, une étude sémiotique, si vous voulez rentrer dans une étude qualitative. Concrètement, ça coûte souvent plus cher que l'étude de design lui-même. Soit vous pouvez chercher des indicateurs de croissance de l'entreprise, du nombre de nouveaux clients, etc. Et souvent, c'est impossible de qualifier qui du marketing, de la R&D, du design a produit cette progression. Soit vous avez des marqueurs moins fiables, les abonnés sur les réseaux sociaux, les publications presse, les prix éventuellement dans des compétitions, qui vont pouvoir attester éventuellement de l'impact du design. Là, j'ai un cas très concret et très clair de l'impact du design sur une maison d'édition qui s'appelle Zulma. Ce n'est pas un projet qu'on a fait, c'est un projet qu'on aurait aimé faire. On travaillait pour eux en 2007 pour faire leur site web et leur communication digitale. On leur a proposé de revoir la charte graphique et l'identité de leur collection, qui était comme ça, parce qu'on n'avait pas du tout envie de lire leurs livres. Et à ce moment-là, on leur a présenté le travail de David Pearson, un designer anglais, qui a fait un travail monstrueux pour les éditions Penguin. Et on cite ce travail en exemple, en disant, bah voilà, regardez, les Anglais, ils font des choses vraiment cool. Le lendemain, elle appelait David Pearson et elle négociait avec lui un budget pour la conception de chaque couverture. Quand on a vu le boulot, on s'est rassis, on a dit bravo. Toujours est-il qu'entre 2007 et 2008, concrètement, le chiffre d'affaires des éditions Zulma a été multiplié par 2. Entre-temps, ils n'ont pas sorti de best-seller, ils n'ont pas sorti de prix Goncourt. Ils rééditent un fonds de catalogue, comme toutes les maisons d'édition, à coût de 500 exemplaires tous les 5 ans. Et en 2008, ils ont multiplié par 2 toutes leurs publications. Pour un coût, elle a négocié, David Pearson, on pensait qu'il allait être très cher, parce qu'il était très bon. Il facture 500 € ses couvertures. Il n'a pas eu de prix de départ, il n'a pas eu de travail de conception, il a fait ça très rapidement. Et par contre, il a négocié un contrat pour avoir l'exclusivité et faire toutes les couvertures pendant un certain nombre d'années. Et donc, il poursuit son travail. Voilà, un cas de réussite très concret de valeur ajoutée du design. Une autre façon de pouvoir, là, avant c'était une façon, on va dire, quantitative, financière, de mesurer l'impact du design. Là, c'est une notion qualitative, c'est-à-dire qu'on peut faire une étude sémiologique pour comparer la perception, la qualité de la perception d'un projet avant et après. Je ne rentre pas dans le détail, c'est excessivement rare de pouvoir produire ce genre d'études aussi précise sur un si gros panel, 900 personnes. C'était une étude universitaire, mais tout simplement, on voit que cette association auxquelles les gens ont pu répondre, sur lesquelles les gens ont pu répondre, qui fait de l'aide, de la solidarité, du soutien, de l'assistance. Ici, ce qualificatif est de 6%, et dans le nouveau logo, il passe à 64% directement. Donc on voit très précisément l'efficacité et la progression, la valeur ajoutée des designers entre les deux. Nous, en tant que designers, on ne peut que l'affirmer. Quand on produit ce logo-là, il n'y a pas de doute. On est tous capables de comprendre, j'imagine, la plupart d'entre vous, comprendre la valeur ajoutée. Toujours est-il qu'à un moment donné, il faut la prouver au client et à un moment donné, d'avoir une étude sérieuse, scientifique, neutre, permet d'attester de cela. Ça, c'est un cas qu'on a eu et en rigolant, on s'était dit, donc en 2015, on a refait l'identité visuelle d'un opéra, je le présente juste après. On s'est dit que la cliente est revenue à la fin de l'année avec une revue de presse. On ne fait jamais ça, on n'a jamais le temps, mais on était très fiers. Et on s'est dit, en fait, le client commence à gagner de l'argent quand la revue de presse est plus grosse que la charte graphique. On s'est amusé à faire un calcul absolument idiot pour se dire combien d'argent on a pu faire économiser ou gagner à cet opéra. On a fait une addition du nombre de vues du projet sur nos différents sites, réseaux sociaux, et les différents relais de republication, etc. du projet. On est arrivé à ce moment-là à 1 million de vues. On l'a multiplié par le coût moyen des publicités AdSense.
vous voyez ces publicités sur Google, on obtient un chiffre de 100 000 euros. Grosso modo, c'est la valorisation en image de marque, en notoriété que le projet en lui-même, par sa nature de projet de design, a pu apporter au client. Vous allez me dire, le client s'en contrefou à Saint-Étienne d'avoir un designer à New York ou à Amsterdam qui aura vu son projet. Ouais, ok, bon. Non, un opéra à Saint-Étienne, c'est des établissements culturels qui coûtent la peau des fesses, qui ne gagnent pas d'argent, qui attirent un très faible public en comparaison à l'investissement qui est fait, et c'est un opéra municipal, et il concourt à la politique d'attractivité d'un territoire, à cet ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, on aura entendu parler de Saint-Étienne, que le designer d'Amsterdam, un jour, pendant ses vacances, un jour dans un projet, va travailler de préférence avec quelqu'un de Saint-Étienne par rapport à Nantes, Lyon ou d'autres villes dont il n'aura jamais entendu parler. Donc, quelque part, ces 100 000 euros, c'est un investissement en image de marque, en notoriété. L'Opéra de Saint-Étienne. Alors, on parlait tout à l'heure dans une de nos phrases qu'on aime bien prononcer devant nos clients pour faire les intéressants, et qui n'est pas la seule méthode d'apprécier un projet de branding. Et dans l'agence, on a tous une approche très différente. C'est ce qui fait la diversité de ce métier. La phrase était un logo doit décrire le donné et pointer le visé. Là, sur ce projet-là, quand on dit décrire le donné, c'est décrire l'histoire, le vécu, tout ce qui s'est passé avant. Et là, on part d'un bâtiment absolument ignoble qui ressemble à une barre d'HLM, qui est installée sur une colline au-dessus du centre-ville de Saint-Étienne. Et le seul intérêt qu'il a, architecturalement, c'est une pagode sur le toit, qu'on voit sur la gauche, et qui surplombe la ville, et qu'on voit comme un signal. Donc il y a un génie architectural qui a fait ça dans les années 90. Non, c'est pas du tout... c'est très très bon. Et donc, à partir de là, on regarde le mot et on se dit, voilà, on voit un écho entre la forme du mot, cet accent au milieu, et on se dit qu'on va juste faire la pagode au-dessus du mot pour dessiner, décrire le donné et décrire le bâtiment. Pointer le visé, c'est la promesse, c'est quelle est la volonté, quelle est l'ambition de cette marque, de cet établissement. Et là, on ouvre un opéra, culture bourgeoise théoriquement, dans une ville populaire, dans un opéra qui ressemble à un HLM, pardon, et avec une vision et un positionnement extrêmement ouvert et populaire. On a cette pagode, on a ce sourire, c'est la mission de délectation de cet établissement, d'ouverture, d'accessibilité. Cette promesse, elle est extrêmement simple, c'est vous allez prendre du plaisir à venir chez nous, à aller à l'opéra, même si vous n'êtes pas à l'Opéra Garnier, même si vous n'êtes pas habitué à ce style de musique, c'est cette promesse-là. Après, il y a d'autres ingrédients, on verra, qui sont des ingrédients... parce que pour partir de cette idée, grosso modo, en sortant et en regardant le bâtiment, on a très rapidement eu l'idée. Et après, on a mis 6 mois pour finaliser la forme de ce logo. Ensuite, après, une fois qu'on a notre histoire et que cette histoire est fertile, qu'il y a des ingrédients à l'intérieur qui sont bons, on n'a plus qu'à dérouler le fil et à s'amuser avec ça. C'est le moment où on sent qu'on tient une bonne idée et qu'il y a des possibles derrière ce projet. Là, donc c'était la campagne de lancement, la campagne de saison. On a simplement posé le logo devant son visage pour illustrer la promesse d'émerveillement, de découverte, etc. Comme si la personne se levait au-dessus d'un muret pour regarder ce qui se passe derrière. On avait besoin de vrais gens. Au démarrage, on a fait la simulation avec des banques images. Et puis on leur a dit aux clients, ce serait quand même bien d'avoir des vrais Stéphanois. Et donc on a fait une séance photo avec le personnel de l'opéra. Pour l'anecdote, on arrivait à un moment de tension. L'Opéra de Saint-Étienne ouvrait le journal de France Inter et de France Info le matin à 7 h pour des malversations, un directeur qui a été débarqué, puis un directeur qui a été réintégré. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait 2 directeurs dans l'opéra, nommés par des municipalités différentes, qui se tiraient dans les pattes et qui mettaient à mal
toute l'ambiance de travail, il y avait des burn-out, des arrêts maladie, des choses comme ça. Et pour l'anecdote, le surcoût de ce projet, parce qu'il a fallu faire... on a fait 50 photos. C'était basé sur la base du volontariat auprès des agents de l'établissement. Donc il y a à peu près 50 personnes sur 70 qui ont participé, qui ont joué le jeu. Le surcoût, pour payer le photographe, les retouches photos, etc., au lieu de le passer dans le budget com, ils l'ont passé dans le budget RH. C'est une astuce, parce que dans les comptes publics, c'est compliqué, quand vous avez un appel d'offres qui est bien défini, de débloquer une enveloppe. Toujours est-il que ça avait du sens de passer ce projet dans le budget RH, tout simplement parce que à travers ce projet, on a concouru à rétablir un sentiment de fierté auprès des premiers porteurs de la marque, qui sont les employés, les salariés de cet établissement. Tant et si bien qu'à la fin de l'année et de la saison, tout le monde avait dans le bureau l'affiche de son collègue, de son fils, parce qu'on avait les enfants des agents qui participaient. Ça, c'est un ingrédient qui est dans le logo, qui est bien caché, mais c'est cette idée de mouvement qui est introduit, qui est au cœur même du concept. Si je remonte, tac, on voit qu'on a le haut qui disparaît en bas et qui réapparaît en haut. On nous parle de logo en mouvement, de logo qui bouge dans tous les sens, etc., génératif, machin. Là, l'essence même du mouvement est introduite directement dans le logo et permet de déboucher sur ces principes visuels où on vient jouer avec cet élément identitaire qui est ce cercle qu'on vient refermer, etc. Je vais passer vite. La deuxième saison, pour l'anecdote, le directeur de la communication de cette ville nous briefe en nous disant « Ok, c'était cool les gars, mais cette année, vous ne me remettez pas des agents en photo sur les couvertures parce que j'ai Jean-Michel au service assainissement qui aimerait bien avoir une campagne à son nom. On n'est pas là pour faire la pub des agents, donc vous ne me refaites pas le coup deux fois. » On lui a fait un joli pied de nez parce que la deuxième saison, c'est les agents aussi, c'est les musiciens de l'orchestre qui sont payés par la municipalité. On n'a pas mis leur tête, tout simplement. Donc voilà, c'était une histoire d'émotion au premier plan, on a fait toute une campagne comme ça. Et puis la troisième saison qui est en cours, là, émotion partagée, là il avait compris, il nous a laissé plus libres. Et là, on a réuni tout le monde, les gens qui sont derrière le rideau, dans les coulisses, les gens qui sont sur la scène, les artistes, et le public qui est dans la salle. L'idée, c'était de raconter une histoire de générosité, de transmission, de partage entre ces différentes personnes qui se rencontrent tôt ou tard dans cet établissement. Ça, c'était juste pour montrer qu'ensuite, pour chaque spectacle, chaque année, on a déployé, on a poursuivi l'histoire. On était sur les mains qui rentrent et qui sortent. On l'adapte aux différents spectacles. Là, c'est un boulot qui est génial parce qu'on a accès aux réserves, aux accessoires, dans ces cartes blanches. On n'est pas bien payé, mais on s'amuse. Décrire le donné, pointer le visé, j'embraye direct avec un autre projet, l'identité visuelle de l'Office du tourisme de Paris. Décrire le donné, Paris, il n'y a pas grand-chose. Donc un office du tourisme s'adresse au public étranger, aux visiteurs. Paris a sa Joconde, difficile, question existentielle, est-ce qu'on travaille avec la Joconde de Paris ou pas? On a choisi de prendre le risque de travailler sur ça et d'essayer d'écarter. Il y a 900 logos avec la Tour Eiffel. Simplement, comme pour l'opéra, on regarde le mot et dans Paris, il y a ce A. Voilà, ça semble évident, il suffit de l'écrire plus grand et c'est une Tour Eiffel. Donc ça, on a décrit le donné, Paris, c'est la Tour Eiffel. Pointer le visé, c'est Paris est une fête. On ne l'a pas inventé, on était malheureusement en plein moment des attentats. C'était le leitmotiv. Paris est une fête. À partir de là, on a ce point sur le i qui danse, qui rebondit. On ne sait pas trop si c'est le jour ou la nuit, si c'est la lune. Il y a une possibilité d'interprétation multiple. Ces différentes hauteurs donnent cette ambiance festive. Donc ça, c'est les locaux. Et ensuite, on a collaboré avec un illustrateur qui s'appelle Séverin Millet. Là, c'est toute une réflexion sur le positionnement iconographique. Une marque, c'est aussi une image.
Là, principalement, le but, c'était de sortir de la carte postale Instagram de Paris, cette petite photo qu'on voit tous et qu'on a tous en tête, et de rentrer dans un univers iconographique original qui raconte cette poésie, qui raconte cette fête, qui raconte cet aspect artistique. Le travail de Séverin Millet nous semblait intéressant parce qu'il permettait d'avoir un registre corporate, institutionnel, auprès des entreprises, parce qu'ils font aussi l'Office du tourisme font aussi tout ce qui est conventions, meetings, etc. Voilà. Ensuite, on déploie le travail, on collabore avec cet illustrateur pour aboutir à ça. Il y aurait des anecdotes à raconter, je passe. Dans cette identité visuelle, elle doit aussi être déclinée sur différents univers et services. Là, on passe sur la carte Paris Passe Libre. On doit pouvoir raconter le déplacement, la géographie, les différents points touristiques de la ville. Donc là, le logo, cette idée de point devient un repère. Voilà. On change une autre expression de cette marque. Oh, cette page n'a pas... Si, elle est là. Ah, voici. OK. Sur la valeur ajoutée du design. Là, c'est un cas un peu extrême pour se convaincre de la valeur de notre travail. C'est quand on réfléchit que toutes les plus grandes multinationales ont rentré dans leurs actifs immatériels, au point de vue comptable, la valorisation de leur logo. Nike a dépensé 65 $ ou 35 $ en 1900, je ne sais plus combien, pour faire son logo. L'histoire est connue, elle est anecdotique. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Nike vaut 10 milliards $. Sauf que Nike, c'est son logo, la marque. En grande partie. Et pour l'anecdote, ces entreprises organisent leur évasion fiscale en mettant leur marque aux Bermudes, en faisant payer leurs filiales qui produisent et qui vendent à travers le monde et dans nos pays leurs produits, qui versent une redevance de location de la marque qui est installée aux Bermudes, dans le cas de Nike. Alors, toujours pour un ingrédient de la confiance entre le designer et le designé, c'est la question de l'empathie. C'est une des qualités du designer qui lui permet de se mettre à la place de son client, à la place du public ou du consommateur final. Je ne développe pas trop ça, mais il y a beaucoup de théories là-dessus, et entre autres, une théorie veut que le sentiment, une façon d'éprouver ce sentiment d'empathie, c'est quand quelqu'un se met à bâiller, ça donne envie de bâiller. C'est une des caractéristiques qui fait que deux humains vont entrer en communication inconsciemment. Je ne suis pas super calé là-dessus. Mais toujours est-il que ce sentiment, on essaye de l'éprouver, nous, au quotidien, quand on fait un projet, en se mettant à la place, bien sûr, de notre client, parce que c'est la première personne qui nous paye pour réfléchir à son problème, mais on est aussi à l'interface avec le client final. Et alors, pour ma part, on a chacun construit ses petits outils, ses petites méthodes. Pour ma part, j'ai Mamie Paulette, ma grand-mère, et quand je fais un projet, je me pose la question, est-ce que Mamie Paulette va comprendre ce que j'ai voulu faire? En général, c'est on l'a vu précédemment, c'est une façon de jeter ses idées très rapidement. Mais est-ce que je suis, moi, en tant que designer, est-ce que je suis capable de me mettre à la place de ma grand-mère pour analyser mon propre projet, donc me décaler pour regarder mon travail, ou le travail des collaborateurs. Le test de Mamie Paulette. Et puis, dans cette relation, il faut quand même saluer le travail de nos clients et la qualité de leur réflexion, parce que sans eux, sans bons clients, il n'y a pas de bons projets. Et un sujet peu passionnant peut devenir extraordinaire avec un super client. Cité de l'économie et de la monnaie, Jérémy s'en souvient, un appel d'offres et on présente ce logo le jour J, très fier de notre idée. Sauf qu'on voit le client, en gros, il prend notre projet, il le déchire en deux. Sauf qu'il venait d'inventer le nouveau nom de sa marque, et il a changé, le jour de la présentation, ils ont changé le nom du projet. Ils avaient entièrement raison, parce que citer de l'économie
on avait quelque chose qui était, dans notre principe, totalement asymétrique, déséquilibré, potentiellement maladroit. Et en coupant le nom, ils ont résolu le problème que nous, on n'avait pas résolu. Donc on leur a demandé une facture à la fin du projet, et puis on les a payés. Voilà, ensuite on s'est amusé à construire, donc c'est un musée qui va ouvrir en 2019, qui est mené par la Banque de France et qui se veut être l'équivalent de la Cité de l'Industrie, Cité des Sciences et de l'Industrie, mais pour l'économie. On a construit toute une campagne de communication autour de l'idée de laisser pousser son intérêt pour l'économie, et on a fait des mises en scène pileuses assez amusantes. Écoute ton architecte, parfois, là c'est une histoire sur laquelle il nous manque une information. Donc on est en 89, l'agence Grappus et Pierre Bernard, des designers français, des graphistes français, travaillent sur l'appel d'offres pour l'identité visuelle du Louvre. Il y a une première phase et ils produisent un logo. On le sait, on a des notes, on a des archives, mais on ne connaît pas le travail. Et ils produisent un logo qui est une pyramide. Sauf que le jour de l'étude de l'appel d'offres, Yo Ming-pei, qui vient de faire la pyramide, dit non, personne d'autre que moi ne dessinera la pyramide, donc vous débrouillez, mais vous ne faites pas de logo de pyramide. Et c'est là, sans l'intervention de cet architecte un peu mégalomane, on n'aurait jamais abouti à ce chef-d'œuvre du logo du Louvre, qui est, à mon sens, un des meilleurs exemples d'identité visuelle, un des projets les plus inspirants par sa qualité, tout simplement parce qu'il remplit les critères qu'on aime utiliser. Il décrit le donné. On est dans quelque chose d'architectural, dans quelque chose qui a la typographie Grandjon, qui raconte le Louvre, Louis XIV, pas Louis XIV, bref, il raconte le Louvre, l'aspect patrimonial. Et puis, il décrit le donné, la mission de cet établissement, d'ouvrir les yeux sur le temps, sur le ciel, sur la fenêtre, de regarder dehors, de regarder derrière, sur le temps qui passe, là, chacun va avoir ses interprétations, elles seront toutes personnelles, mais elles débouchent sur un sentiment immense, sur la picturalité, sur l'évanescence du temps. On peut aussi se dire qu'on est en dessous de la pyramide du Louvre en train de regarder le ciel. Voilà. Et c'est l'idée que le Louvre ouvre l'esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas changer ce logo si jamais il est amené à être modifié. Une autre anecdote, l'abbaye de Fontevraud qui lance une consultation. Bien sûr, ce n'est pas rémunéré, bien sûr, c'est pour faire dans 3 jours. Et là, je pense que c'était une des premières fois où on a eu le culot de dire aux clients « Non, on n'est pas d'accord », parce qu'on était hyper motivés de travailler sur ce projet-là. Et donc, on a dit non, on veut être payé, et on veut du temps, et on veut vous rencontrer, et on veut discuter, et on veut travailler avec vous. Il a fallu à peu près 14 mails, je crois, en lui apportant les preuves, en lui montrant des projets précédents, des phases d'études, en disant, mais voilà, 60 pages de réflexion, ben c'est pas gratuit, quoi. Et finalement, on a obtenu un régime de faveur. On a essayé de le défendre pour nos confrères pendant 14 autres mails. Au final, on a lâché l'affaire. Et donc, on avait, nous, une enveloppe pour faire le projet, pour faire une étude. Et donc, on est revenu, on l'a rencontré, on a discuté avec lui. Il nous a parlé de son idée de faire un Disneyland pour le patrimoine français. Et on a eu accès à une tonne d'informations qui nous a permis d'arriver, de déboucher sur cette identité visuelle, totalement aux antipodes de l'idée préconçue qu'on s'était fait, nous, au démarrage, et qu'on aurait pu développer si on n'avait pas eu ces échanges, qui est une vision vivante du patrimoine. En gros, son projet, c'est de l'abbaye de Fontevraud, donc c'est un lieu extraordinaire dans les Pays de Loire, où est enterré Aliénor d'Aquitaine et Richard Cœur de Lion. C'est un lieu ouvert à la culture, c'est un lieu de résidence artistique, c'est voilà, le projet culturel des Pays de Loire. Et son idée, c'est lui, en tant que directeur, c'est de se dire, voilà, on est dépositaire de ce patrimoine de la part de nos parents, et on va le transmettre et on va l'augmenter pour nos enfants, on va le rendre encore plus grand, et que le patrimoine n'est pas quelque chose qu'on a fossilisé et qu'on met derrière une vitrine. Donc on a travaillé autour d'un concept typographique, un univers un peu digital, résolument contemporain par rapport à l'idée qu'on pouvait se faire du lieu.
On a fait des dizaines d'outils autour de cette charte. Et principalement, voilà, le fond du travail était un travail de conception typographique modulaire je ne vais pas raconter le projet parce qu'il y a une histoire de slash, etc. Jérémy en parlerait mieux que moi parce que c'est pas moi qui ai travaillé dessus. Mais toujours est-il que finalement, de cette confiance qu'il nous avait apportée, la confiance permet aussi d'aborder la question de l'impertinence. Et c'est là où on revient sur cette idée d'être d'égal à égal avec son client, c'est de pouvoir lui dire des choses déplacées, désagréables, de se moquer de lui, de se moquer de nous. Donc on terminait la présentation avec à l'époque avec ce Fonthive Row Resort. Mais l'impertinence qui est à l'inverse aussi, dans certaines conditions, une façon de briser un peu la distance qu'on a avec son client. Ça, c'est pour la ville de Romans, sur Isère. On est en presse, on est face à une élue qui a été élue sur la vidéosurveillance et ce genre de choses. On termine la presse avec ce texte raviol et rock'n'roll en se disant ouais, ça passe ou ça casse. Et puis là, un gros fou rire général, et là on a brisé la glace en 2 secondes. Finalement, cette élue, elle est comme tout le monde, elle est humaine. On n'a pas forcément les mêmes idées, mais on peut dialoguer. Ça permet ce genre de choses. Voilà, je présente rapidement ce projet-là, où des fois on a des micro-fiertés. C'est un projet aussi très simple, hein. On décrit le donné, toujours pareil, c'est Romans-sur-Isère, c'est une ville qui est à cheval sur l'Isère. Contrairement à ce que son nom indique, ils sont situés dans la Drôme. C'est une ville qui s'est construite autour de ce passage qui était une frontière. Et la ville débouche sur ce pont. C'est les Champs-Élysées de Romans. Donc voilà, on décrit le donné, c'est un pont, mais c'est un pont qui avance. Ce M est coupé à un endroit, c'est un pont qui est en mouvement, qui est en marche. Et on va voir ensuite dans la charte que ce mouvement, il ne s'arrête jamais. Dans toute la charte, il rentre et il sort. C'est cette énergie, ce mouvement d'une ville qui est totalement déshéritée industriellement, qui a besoin d'une énergie nouvelle. Et c'est notre traduction des arches romanes aussi, de ce mot roman qui va évoquer toute une histoire. Donc après, on joue, une fois qu'on a notre histoire, on déploie le système et on le transmet à notre client, et puis il le déploie lui-même, et il poursuit l'histoire. Écoute le maître, ça c'est une anecdote entre Steve Jobs et Paul Rand, rencontre au sommet. Steve Jobs a revendu Apple dans les années 90, je crois. Il monte une autre boîte et il appelle le maître américain des logos. Et en gros, il lui demande pourquoi il n'a pas plusieurs pistes, parce qu'il va dépenser de l'argent, mais il veut plusieurs pistes. Et puis bon, Paul Rand a une réponse très claire, un peu façon Robial, etc. Il peut se permettre à un moment donné de dialoguer d'égal à égal avec Steve Jobs. Là, c'est le bordel, la fin de ma presse. C'est des trucs où je ne sais plus ce que je raconte et pourquoi je les raconte. Mais celle-là, elle est drôle, c'est 1970, Renault change d'agence de communication. Ils vont voir Publicis Consort and Design Incorporated, et qui produisent le logo qu'on voit ici, qui a été édité à un exemplaire sur une voiture, parce qu'ils sont très rapidement attaqués en contrefaçon par un équipementier américain qui s'appelle Kent, et qui a un logo très similaire. Dans l'affaire, à ce moment-là, il y a Vasarely qui traîne dans la fondation Renault, qui est pote avec la régie, et le directeur de Renault, qui pour le coup a un niveau de confiance beaucoup plus élevé, parce que sa confiance a été rompue par cette affaire de contrefaçon, confie à Vasarely le soin de faire ce logo qu'on a vu pendant 40 ans, et qui est un monument d'originalité, de singularité, qui a été la modernité à cette époque-là. Et j'ai passé des heures à chercher le début ou la fin, je n'ai jamais trouvé. Les internautes, des fois, il faut écouter le client final. Une Gap a une déconvenue en voulant changer son logo. En général, on s'en souvient, c'est assez récent. Voilà. Merci. Je vous invite à vous inscrire si vous voulez télécharger la presse. Il y a un petit